Conseil national de transition présente La France libre. Les lundis, mercredis et vendredis, 20h30, 21h30. La France libre. La Constitution et la République n'existent plus. Le Conseil national de transition est la seule autorité publique, légale et légitime représentant la souveraineté nationale du peuple français, en droit français et international. C'est une organisation déclarée à l'ONU. On rappelle, toutes les mesures Covid, y compris les inoculations soi-disant vaccinales, sont des expériences médicales ou scientifiques interdites par le droit international. Il s'agit de crimes contre l'humanité. Toute personne qui vous impose le masque ou vous menace de PV ou de vous licencier pour non-respect d'une mesure Covid commet un crime contre l'humanité. Pour connaître vos droits et les faire valoir, informez-vous. www.conseilnational.fr. Rejoignez gratuitement le CNT sur www.conseilnational.fr. Quand on a le désir de redonner sa souveraineté au peuple, on appelle ça avoir de la sublime. Et quand on tend à un avenir plus équitable et plus humain, cela devient une sublime parfaite. Nous sommes tous habités par cette soif de liberté, nous sommes le Conseil national de transition, et nous vous souhaitons la bienvenue dans La France libre. Bonsoir Philippe, bonsoir Bruno. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bon pied, bon oeil et bonne humeur. Donc, on entame cette session ce soir sur un petit chapitre d'actualité, comme c'est traditionnel. Je voudrais revenir quelques jours en arrière sur la nomination, enfin en tout cas de ce que nous croyons être la nomination d'un nouveau responsable d'une administration internationale qu'on n'a pas eu souvent l'occasion de nommer ici, qui est Interpol. C'est-à-dire toute la fédération de toutes les polices du monde. Voilà, dès lors qu'un avis international est lancé contre quelqu'un, c'est Interpol qui s'en saisit. Il se trouve que le siège d'Interpol est en France et plus particulièrement dans la bonne ville de Lyon, et que un nouveau maître a été élu. Alors, je ne sais pas si le mot élu est le plus adapté. Il s'agit en l'occurrence de l'ancien chef de la police des États arabes unis, EAU, États arabes unis, qui a une réputation plus que sulfureuse. Pour être tout à fait clair, il torturait les opposants, quoi. Voilà, dans son job précédent. Donc, évidemment, ça a ému un certain nombre d'hommes politiques chez nous, de députés, qui s'en sont ouverts notamment à Monsieur Macron en lui envoyant des lettres, des belles lettres, j'imagine, que je n'ai pas sous les yeux, pour dire, voilà, est-ce que c'est véritablement la meilleure personne à nommer à ce poste? Alors, Monsieur Macron, à ma connaissance, n'a pas donné de réponse, sinon on l'aurait trouvé sur le net, sauf si quelqu'un me contredit, et on l'écoutera avec plaisir. Mais donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'un point de vue mondialiste, puisqu'on est bien sur des institutions mondiales, eh bien, la logique suit son cours. C'est-à-dire que la répression, les niveaux de répression qui étaient limités par les règles démocratiques, pays par pays, et même globalement, désormais, les digues ont sauté. C'est-à-dire qu'on peut avoir affaire aujourd'hui à des personnes sans foi ni loi qui sont réputées être des tortionnaires, tout simplement. Hein. Ce qui nous renvoie au Chili des années 70 ou à l'Argentine des années 80, etc., etc. Et tout ça est fort grave parce qu'il s'agit d'étendre ces processus qui n'ont duré que quelques années dans ces pays que je viens de citer. Il s'agit de l'étendre sur l'ensemble de la planète et pour le long terme. Est-ce que c'est de ça dont nous voulons? Je ne crois pas que le commun des mortels le souhaite, que ce soit pour lui-même ou pour l'ensemble des habitants de la planète, qui ont à être mis en sécurité et pas forcément à être torturés parce qu'ils ne sont pas d'accord avec tel ou tel régime politique. Ça, c'est pour la première chose. Et puis, je voulais également parler d'une alliance des médecins. Il existe désormais une alliance internationale des médecins et des chercheurs en médecine qui a été fondée entre le 12 et le 14 septembre dernier, donc ça date un tout petit peu, dans le but
de restaurer la confiance et l'intégrité professionnelle des médecins vis-à-vis de leur pratique, de leurs patients. Alors, il y a du travail parce que rétablir la confiance, elle a été sérieusement entamée autour de tout ce qui concerne notamment le pass sanitaire, et notamment l'obligation vaccinale dans certains cas. Ce sont des sujets qui ont transformé, qui ont dressé les Français les uns contre les autres et pas seulement les Français. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a dans des pays très voisins de la France des actions plus que musclées qui font que eh bien, la population se dresse contre un certain nombre d'obligations, et en particulier l'obligation vaccinale. Naturellement, en France, on n'en est pas averti parce que nos médias ont un talent pour nous cacher tout ce qui est important et ne mettre sur le devant des écrans et sur le devant des radios, je dirais que cette nécessité impérieuse qu'il y a de se protéger de la Covid-19. Voilà, donc ça c'était un point important. Et puis je voudrais juste, de façon plus anecdotique, dire que cette fameuse crise sanitaire, eh bien, elle a ses bons côtés. Alors évidemment, c'est ironique ce que je vais dire, puisque sur le Bon Coin, on trouve des emplois, genre Bon Coin, je dirais, comme vérificateur d'entreprises qui mettent bien le pass sanitaire à l'ordre du jour. Alors, on va vérifier si les entreprises ont bien mis le pass sanitaire, si c'est bien affiché, qu'il faille mettre le pass sanitaire et si il y a bien vérification que les gens, tout simplement, l'ont sur eux. Voilà, avec ou sans masque, enfin, en l'occurrence sans masque. Comment Donc, devenir voilà, indique avec le Bon Coin. Voilà, ça s'appelle indicateur de police. On y vient doucement, mais sûrement. Ça nous rappelle les meilleures heures de la France ou de l'Allemagne des années 30. Donc voilà, c'est l'ambiance dans laquelle nous naviguons et qui se précise de jour en jour, avec des étaux plus ou moins gros et plus ou moins fins. Et on s'aperçoit qu'ils n'ont rien oublié, ces messieurs, à tous les niveaux, à tous les étages, dans tous les pays. Et qu'il va falloir que la réaction soit bien sûr à la hauteur de ce qui nous est proposé aujourd'hui. Voilà ce que nous pouvons dire. Donc, je passe la main pour la partie actu. Alors, moi, je voudrais compléter ce que tu disais, Philippe, par rapport à une comparaison que j'ai pu faire, parce que donc là, je viens de rentrer d'un voyage de 6 jours à travers la France, où j'ai fait à peu près 2000 kilomètres, où j'ai pu constater d'une part que de moins en moins de gens portent le masque, mais que d'autre part, les responsables des restaurants et des bars sont vraiment devenus fanatiques du pass sanitaire, bon, par obligation ou non, mais ils sont devenus intransigeants. Alors, c'est vrai que certains serveurs arrivent à passer entre les gouttes, à glisser, à permettre aux gens de s'asseoir, de leur servir, et après, ils doivent se lever, et comme ça, ils ont été servis. Bon. Mais ce qui m'a surpris le plus, c'est quand j'ai passé la frontière pour revenir en Catalogne espagnole. Et là, j'ai constaté que du côté français, au niveau de l'autoroute, il y avait des contrôles, c'est-à-dire pour les gens qui viennent d'Espagne vers la France. Par contre, pour entrer en Espagne, rien du tout. Et au niveau des mesures Covid, en Espagne, actuellement, il y a de moins en moins de soucis, de plus en plus de liberté. Je rappelle aussi que la Cour suprême espagnole a totalement retoqué les mesures Covid espagnoles et notamment leur état d'urgence sanitaire qui a été déclaré illégal. Donc, c'est là qu'on voit 2 poids, 2 mesures et on constate vraiment qu'il y a une sacrée différence entre ce qui se passe en France et ce qui se passe dans d'autres pays. Je l'ai constaté de visu, pas plus tard que hier soir. Voilà ce que je voulais rajouter pour montrer un petit peu que les Français ne sont pas toujours informés de ce qui se passe hors de leur pays. C'est un doux euphémisme parce que effectivement l'information c'est le nerf de la guerre, et pendant la guerre l'information elle porte un nom très particulier et comment dirais-je, très permanent en l'occurrence. Il s'agit de la propagande, tout simplement. La propagande, c'est nous faire croire des choses, en l'occurrence qu'on va gagner parce que nous sommes les plus forts. Hein. Je parle de périodes de guerre physique telles qu'on les a connues en 1939-40. Nous vaincrons parce que nous sommes les plus forts. Donc ça peut être considéré comme une façon de remonter le moral des troupes, bien entendu. Quand il s'agit d'aller au baroud, il s'agit bien évidemment que les personnes soient gonflées à bloc, on est bien d'accord. Mais dans le cas d'une guerre qui ne dit pas son nom, qui est une guerre contre un virus, c'est quelque chose de relativement récent.
Et on se demande si ce virus ne serait pas un prétexte et que cette guerre, est-ce qu'elle ne serait pas dirigée en fait contre nous, tout simplement, par des dirigeants de plus en plus cosmopolites, dont on connaît de moins en moins, comment dirais-je, l'allégeance vis-à-vis du peuple, et dont on reconnaît de plus en plus l'allégeance vis-à-vis des grands capitalistes internationaux. Voilà, donc cette guerre, elle propose de la propagande en termes d'information. Et dans cette propagande, eh bien, il y a également le fait de ne pas dire ce qui se passe ailleurs, surtout si c'est pas du tout arrangeant et si ça ne va pas dans le sens de ce que la politique locale a décidé de faire. Donc on étanche, on étanchifie, on cloisonne, on fait en sorte que ce qui se passe autour de la France, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Italie, que ce soit en Espagne, eh bien, ne soit tout simplement pas relayé, surtout s'il s'agit d'éléments et d'informations telles que celles que tu viens de relayer à l'instant, Bruno, à savoir que là-bas, c'est beaucoup plus libre que chez nous. Et c'est ce que j'ai vécu personnellement, non pas en Espagne comme toi, Bruno, mais en Belgique, qui est dans le nord, hein, donc plein nord, où là, c'est pareil, les gens circulent assez normalement, ils ont le masque, effectivement, par conviction, je dirais, personnelle, bien plus que par obligation, et les choses se passent très bien, il n'y a pas de passe sanitaire, on peut manger dans les restaurants, en condition de porter le masque lorsqu'on va dans les circulations, comme on dit, hein, mais qu'on enlève évidemment lorsqu'on est assis. Voilà les seules obligations, restrictions que j'ai vues dans ce pays-là et que tu as vu aussi, Bruno, lorsque tu es rentré en Espagne. Donc, on a pris l'exemple de l'Italie à l'instant, qui semble être plus à la dure en termes de traitement que ne le sont ces deux pays précités, et qui semble plus voisine, en l'occurrence, de ce qui se passe en France. Donc, il y a des pays où c'est dur, et il y a des pays où c'est moins dur, et puis il y a des pays qui jettent tout ça par-dessus les moulins, hein, comme on disait autrefois. Un pays comme la Pologne, on l'a déjà dit ici, mais je me plais à le répéter, qui a décidé, notamment au travers de sa Cour suprême, de mettre fin aux mesures Covid, de toute nature qu'elles soient. Voilà, quelle que soit leur nature. Donc ça a donné lieu à une répression immédiate de la part notamment de l'Europe administrative, qui est composée de gens non élus, comme nous le savons tous, et qui a dit, puisque c'est comme ça, si ça continue, on va supprimer les subventions polonaises, qui a un solde négatif, comme chacun sait, c'est-à-dire la Pologne reçoit chaque année plus d'argent de l'Europe qu'elle n'en donne. Donc évidemment, ça va leur faire un trou dans le budget. Mais ils ont accepté cette contrainte plutôt que de continuer avec ce qu'ils appellent eux-mêmes la folie de la Covid-19. Voilà où nous en sommes. Donc désinformation égale propagande, égale cloisonnement également, égale isolement des populations. Lorsque nous n'entendons plus dans les médias que parler de la Covid-19 et de rien d'autre, c'est que soit il n'y a rien d'autre à dire, soit il y a trop de choses à cacher et que la Covid-19 sert de paravent à des visées politiques qui ne sont pas forcément très claires. Voilà. Comme l'a dit Claire Sévrac, qu'il a payé de sa vie, nous sommes dans une troisième guerre mondiale qui ne dit pas son nom, une guerre silencieuse. Et cette guerre, elle n'est pas entre un pays et un autre pays, elle est entre une minorité qui veut absolument constituer un nouvel ordre mondial, ce qui a encore été redit par notre surveillant en chef il y a pas si longtemps que ça, et le reste de la population, c'est-à-dire 99% des habitants de cette planète. Donc c'est une guerre asymétrique, mais une guerre qui ne dit pas son nom, mais c'est vraiment une guerre. Et une guerre peut-être pire que toutes les guerres qu'on a vécues jusqu'à maintenant parce qu'elle est sournoise et elle ne dit pas son nom. Alors oui, si c'est une guerre, nous ne sommes visiblement pas équipés pour y faire face, puisque dans la guerre, il y a des morts. Alors ça peut être des morts physiques ou des morts non physiques, des morts connues et des morts inconnues, des morts qui ne se voient pas. Bien entendu, c'est ce que disait d'ailleurs Monsieur François Mitterrand, si je me souviens bien, concernant les États-Unis d'Amérique, dont il disait dans un des romans, en tout cas dans un de ces documents qui ont été faits de ses biographies. Je crois que c'est Monsieur Péan, je crois, si je me trompe pas, qui a écrit à ce sujet-là, en témoignant et en disant qu'il lui disait que nous sommes, nous les Français, en guerre contre les Américains. Alors c'est une guerre qui ne se voit pas, c'est une guerre à bas bruit, c'est une guerre sans mort apparent, mais je dis bien apparent. Donc il est évident maintenant que ces paroles prennent un sens différent. C'était des paroles des années 80-90 qui n'étaient pas audibles à cette époque-là, bien entendu, puisque nos politiciens, ils ont toujours une longueur d'avance, c'est-à-dire qu'ils sont évidemment à la vigie de ce qui va se passer dans 20, 30 ans, peut-être même 40, alors que nous n'étions pas même capables d'imaginer ce qui se passe maintenant, aujourd'hui, et qui est visible à nos yeux. On n'était pas capable de l'imaginer il y a 40 ans. Or, il y a 40 ans, c'était déjà planifié, ça se passait déjà comme ça, mais dans des sphères qui n'étaient pas
pas les nôtres, qui n'étaient pas celles du commun des mortels, j'ai envie de dire. Mais M. Mitterrand évoquait bien une guerre contre l'Amérique à l'époque. Aujourd'hui, ça pourrait être contre d'autres pays. Hein. Je n'ai absolument rien contre l'Amérique. Et je pense que les rapports de force ont évolué de toute manière. Et comme le disait effectivement Claire Séverac, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle La guerre secrète contre les peuples, si je me trompe pas trop, eh bien, ça voulait dire, un, qu'il y avait bien une guerre, deux, qu'elle était secrète, et trois, qu'elle était dirigée d'en haut vers le bas, c'est-à-dire des dirigeants vers leur peuple, et non pas entre dirigeants ou entre différents peuples. Donc cette guerre de dirigeants vers les peuples, elle dit quoi? Elle dit que les dirigeants n'ont plus envie, n'ont plus besoin, n'ont plus d'amour pour les peuples qu'ils étaient censés représenter. Je rappelle que au temps de la catholicité, au XVIIIe siècle, le roi était censé représenter les intérêts du peuple et qu'il le faisait globalement, même si ça peut paraître choquant aujourd'hui à certains. Il le faisait en tout cas avec beaucoup plus d'amour du peuple qu'aujourd'hui nous n'en avons, car il n'y a plus d'amour du peuple. Il y a un désamour quand nous regardons l'attitude de nos dirigeants. On voit bien qu'ils nous considèrent comme des objets, des animaux, des problèmes à traiter, mais en aucun cas il n'y a de relation, de filiation affective entre eux et nous, en aucun cas. Donc ce sont des chefs d'entreprise qui gèrent leur business et qui nous considèrent moins bien que des employés, je pense. Hein. Voilà, et on doit suivre parce il a été trouvé pour nous les meilleures solutions par des technocrates qui ont depuis longtemps prévu comment les choses devaient se passer pour nous. Voilà. Et si ces choses ne sont pas en accord avec notre bonheur, c'est dommage dans un premier temps, puis dans un deuxième temps, c'est tant pis. Et c'est dans un troisième temps, c'est adieu, hein, tout simplement. C'est-à-dire que si on n'est pas content, je dirais pas qu'on a un qu'à aller voir ailleurs. Je dirais que si on n'est pas content, on n'a qu'à ne pas naître. C'est encore plus simple. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, carrément, c'est plus efficace. Voilà, donc est-ce que tu veux introduire quelque chose de particulier à partir de Moi, ce que je vais vous proposer, ce sont des images qui viennent du soleil. Je vous en dis pas plus, ça se passe de commentaires. Le préfet et l'ARS nous disent qu'il faut éviter la propagation du virus. Mais les frontières sont ouvertes et au niveau de l'aéroport, on a tardé à réguler les choses. Quant au personnel soignant, et au lit de réanimation, lit d'hospitalisation, on a aussi tardé ou on n'a pas encore fait les choses pour que les effectifs, les moyens soient conséquents sur le territoire. Par contre, la semaine dernière, pour 4 personnes en réanimation, on envoyait des chiens. Le week-end qui vient de passer, pour 11 personnes en réanimation, on est prêt à tabasser les jeunes des âmes claires. À Kourou, il a laissé une madame mourir, paix à son âme. À Saint-Laurent, 4 personnes qui sont en réanimation, il a dit nous qui sont surchargés. Tes fenêtres, rectorat, tes clara dehors. Il a ouvert l'école à le 5. Pendant que le conseil scientifique a dit, Fromel. Le peuple t'a dit, Fromel l'école. En 2017, nous disions, n'ayez pas peur. Nous faisons l'État plier. Jodan, il y a qu'à envoyer chien. Il y a qu'à agresser nos jeunesses. Ça finit. La jeunesse, les jeunes, les guerriers, les féroces, les soldats, venir rejoindre nous. Parce que nous pouvons laisser, y tuer nos grands monde et y battre nos jeunesse. Nous avons dit que fenêtre, l'État, fait bon gars. Parce que, vous ne comprenez nous mourir. Messieurs, est-ce qu'ils nous mourent? Non! Est-ce que nous mourons? Non! Nous quand disons, c'est mignon. Rendez-vous très prochainement. Les Antilles, avec du personnel soignant qui s'exprime. On ne comprend pas tout. On comprend pas tout. Mais le sens, on le comprend, le sens. Ouais. Alors, si vous voulez bien, pour le sujet de ce soir, obtenir sa liberté sans violence. Je vais peut-être commencer, Philippe. Vas-y, Bruno, vas-y. Ouais. Alors, moi, je vais commencer par vous relire un texte que beaucoup auraient dû, enfin tout au moins dans le passé c'était le cas, apprendre à l'école élémentaire,
un texte qui, pour moi, n'a pas vieilli, sur lequel il n'y a pas besoin de changer une seule ligne et qui a été écrit il y a 300 ans par Jean de La Fontaine, une fable de La Fontaine qui s'appelle Le loup et le chien. Et quand on parle de liberté, je relis toujours cette fable. Alors, je vais vous la lire parce qu'après, je pense que ça doit permettre à beaucoup de gens qui nous écoutent, des gens qui sont éveillés, comme des gens qui ne sont pas encore tout à fait éveillés. C'est très important de bien écouter ce qui est dit à ce niveau-là. Alors, je vous lis la fable. Un loup n'avait que les os et la peau, tant les chiens faisaient bonne garde. Ce loup rencontre un dogue aussi puissant que beau, gras, poli, qui s'était fourvoyé par mégarde. L'attaquer, le mettre en quartier, sire loup l'eût fait volontiers. Mais il fallait livrer bataille, et le matin était de taille à se défendre hardiment. Le loup donc l'aborde humblement, entre en propos et lui fait compliment sur son embonpoint qu'il admire. Il ne tiendra qu'à vous, beau sire, d'être aussi gras que moi, lui répartit le chien. Quittez les bois, vous verrez bien. Vos pareils y sont misérables, cancres, airs et pauvres diables, dont la condition est de mourir de faim. Car quoi? Rien d'assuré, point de franche lippée, tout à la pointe de l'épée. Suivez-moi, vous aurez un bien meilleur destin. Le loup reprit. Que me faudra-t-il faire? Presque rien, dit le chien. Donner la chasse aux gens, portant bâton et mendiant. Flatter ceux du logis, à son maître complaire, moyennant quoi votre salaire sera force relief de toutes les façons. Os de poulet, os de pigeon, sans parler de main de caresse. Le loup déjà se forge une félicité qui le fait pleurer de tendresse. Chemin faisant, il vit le col du chien pelé. « Qu'est-ce ça? Qu'est-ce là ?» lui dit-il. « Oh, rien. Quoi, rien? Peu de choses. Mais encore, le collier dont je suis attaché, de ce que vous voyez, est peut-être la cause. »« Attaché, dit le loup, vous ne courez donc pas où vous voulez ? » Pas toujours, mais qu'importe. Il importe si bien que de tous vos repas, je ne veux en aucune sorte et ne voudrais pas même à ce prix un trésor. Cela dit, maître loup s'enfuit et court encore. Alors moi, je salue ici tous les loups qui nous écoutent et on les encourage à réveiller tous les chiens endormis pour qu'ils brisent leur chaîne. Et j'envoie un petit bonjour aussi à une membre du CNT qui s'appelle Dany Lou, dont le nom m'a inspiré le fait de relire cette fameuse fable qui non seulement n'a pas vieilli, mais qui est à 1000% d'actualité. Le bonheur, c'est la liberté de circuler, la liberté d'aller où on le souhaite. Et même au temps de Louis XIV, parce que ça date du temps de Louis XIV, cette affaire-là, qui n'était pas spécialement réputé pour être un démocrate, il y avait cette liberté, cette possibilité pour notamment les hobereaux, ce qu'on appelait les hobereaux, c'est-à-dire les nobles de province, ma foi, de rester dans leur province, de vivre chichement, mais de vivre librement en étant les patrons sur leur terre. C'était ça, je dirais, pas la périphrase, mais le symbole de cette fable, il est là, quoi. C'est vivre libre en province, ou bien se rapprocher de la cour du roi Louis XIV, tel qu'il l'avait conçu, en attirant par ses lumières, différentes lumières, que ce soit Versailles, que ce soit les poètes géniaux, comme Jean de La Fontaine, ou tous les arts en général. Donc, il attirait les gens de province. Et il a totalement dégarni de la province les capacités notamment militaires, c'est-à-dire de se battre, de guerroyer, pour les concentrer du côté de Paris et pour en même temps avoir sous la main tous ces gens et pouvoir les séduire plutôt que d'avoir à les combattre quand ils sont sur leur terre. Voilà, ça c'était la stratégie qu'a mise au point Louis XIV à l'époque. Et je pense que cette stratégie centralisatrice, on l'a fait souvent dater du jacobinisme de la Révolution française, mais en fait, elle a été initiée par Louis XIV, évidemment.
Donc Louis XIV qui a concentré les pouvoirs à Versailles puis à Paris, qui a déplacé le pouvoir de Paris vers Versailles, c'est-à-dire à une quinzaine de kilomètres. Il a fait une sorte de ville nouvelle, on dirait ça aujourd'hui, et avec le palais de Versailles. Et il a ainsi déplacé le centre du pouvoir. Il a véritablement, comme François Ier l'avait fait un peu plus avec les châteaux de la Loire. Voilà, donc ce déplacement-là, c'est important. Et donc la liberté, eh ben, elle se paye de tout simplement d'être loin, de ne pas être vu par la cour, de ne pas être forcément reconnu, de vivre chichement, parfois très mal. Il suffit de relire, par exemple, les Trois Mousquetaires, qui se passent à peu près à l'intersection du royaume de Louis XIII et de son fils Louis XIV, hein, puisque 20 ans après, c'est Louis XIV et les Trois Mousquetaires, c'est Louis XIII. Et dans le Trois Mousquetaires, que voit-on? On voit un jeune hobereau de province, un certain D'Artagnan, qui arrive sur Paris, la tête à l'envers parce qu'il s'est fait taper dessus, sur une mule dont on ne voudrait pas pour transporter du bois, et qui est pauvre et maigre à faire peur. C'est le loup de la fable. C'est à ce moment-là, c'est D'Artagnan. Et c'est pourtant, il va devenir le héros de cette histoire parce qu'il va arriver sur Paris, mettre son épée et ses compétences épéistes au service tout simplement du roi contre le fameux cardinal, et il va devenir quelqu'un, je ne vais pas raconter l'histoire des Trois Mousquetaires. Mais en attendant, quand il arrive à Paris, il est maigre comme un clou, il n'a pas un sou, il n'y a plus rien. Et il vient d'un sud-ouest extrêmement malheureux, des guerres de religion bien entendu, mais également de mauvaises récoltes, etc., etc. Donc voilà, donc il y a au travers de ce que vient nous dire, de ce que vient de nous dire Bruno, pardon, Jean de La Fontaine, qu'il faut également saluer pour son courage, parce que au moment où il écrit ça, évidemment que la cour en question, c'est celle de Louis XIV, évidemment. Évidemment que la négociation de la liberté, est-ce qu'elle est possible ou est-ce qu'elle n'est pas possible? Eh bien, Louis XIV veut qu'elle ne soit pas possible. C'est-à-dire que, effectivement, tout le monde sera plus heureux à la cour et de toute manière, on ne va pas laisser le choix. C'est-à-dire que les personnes qui sont en province vont monter. Et ça va donner un appel d'air de toute la noblesse française vers la cour du roi, qui va faire que, tout simplement, elle va délaisser ces terres de province, qui vont être de plus en plus la proie, soit de grands bourgeois, soit de jacqueries, ce qu'on appelle des jacqueries, c'est-à-dire des petites révoltes ou grosses révoltes paysannes, en l'absence d'un patron pour trancher, tout simplement. Donc c'est ça qui va conduire vers la Révolution française en fait. Hein. Il faudra 2 autres rois, 15 et 16, pour que ça arrive à la clé de voûte et que le pourrissement soit devenu tel que à dose de franc-maçonnerie parfaitement renseignée et parfaitement organisée dans ses vues, eh bien la Révolution française ait lieu d'une part et qu'elle fasse basculer de l'ancien monde vers le nouveau monde. Hein. Voilà cette révolution, c'est ça. Donc le loup et le chien et le loup, c'est ça. Et on a le pendant de ce que tu viens de dire, Philippe, avec les gilets jaunes. Et parce que les gilets jaunes, ce sont les gueux, comme on disait dans l'ancien temps, qui se sont révoltés parce qu'ils veulent pouvoir profiter de la vie, manger et vivre dignement. Et en fait, nous, au CNT, ce qu'on veut, c'est que donc, tout le monde soit comme les loups, c'est-à-dire que tout le monde soit libre, sans chaîne, et que par contre, les loups aient de quoi vivre et de quoi manger dignement. D'où notre idée qui est dans notre programme du revenu inconditionnel qui permettra à tout le monde, à tous les loups, de manger à leur faim. Et alors, je voulais dire aussi autre chose, c'est que les chaînes à l'époque de Louis XIV, c'était des vraies chaînes, tandis que maintenant, ce sont des chaînes virtuelles. Donc, c'est encore plus dangereux parce que les gens ne se rendent pas compte qu'ils ont des chaînes, y compris les chaînes de télé, mainstream d'ailleurs. Justement, Bruno, c'était la petite comparaison que je voulais faire de La Fontaine par ses écrits. Lui aussi, à l'époque, essayait d'éviter les algorithmes. Exactement. Exactement. Et notamment, il évitait les coups d'un certain Colbert qu'il avait dans le collimateur, on dirait aujourd'hui, et qui attendait qu'il fasse un faux pas dans ses écrits pour l'embastiller, tout simplement. Or, c'est un homme qui avait suffisamment de talent et suffisamment d'intelligence pour échapper à la Bastille. D'autres y sont passés, mais lui, non, a priori. Et il fallait une finesse et un courage inouïs, à l'époque en tout cas, pour pouvoir traverser et arriver jusqu'à nous avec une finesse d'écriture telle que, justement, comme le disait Bruno à l'instant, il n'y a pas un mot à changer, quoi. Tout est nickel, quoi. Il n'y a pas un mot à changer. Donc, ça suppose un très, très grand talent, effectivement. Alors,
il lutte contre le pouvoir absolu. La difficulté qu'il y a dans ce siècle, enfin la marque du siècle de Louis XIV, c'est ça, c'est à la fois le pouvoir absolu, on se souvient de cette réflexion, l'État c'est moi, qui est un aboutissement de la passation de la souveraineté de Dieu vers les rois, hein, qui avait eu lieu avant Henri IV, avant le grand-père de Louis XIV. Et ça, c'est Louis XIV est en quelque sorte l'aboutissement de cette logique. Donc l'État, c'est lui. On a eu un certain Mélenchon qui a dit que la République, c'était lui aussi. Voilà, pourquoi pas. Et donc l'homme Louis XIV, si je puis dire, était pas forcément antipathique, c'est-à-dire qu'il était véritablement l'ami des arts. Je pense que quand il écoutait un Molière qui faisait scandale dans la cour et que lui riait, eh bien il mettait avec lui les rieurs et finalement tout le monde laissait Molière tranquille parce qu'il avait le bon goût ou la chance de plaire au roi. Sinon, s'il n'avait pas plu au roi, il aurait été bastonné, mis en Bastille et renvoyé dans ses foyers. Mais le roi admirait le talent et je pense qu'il n'était pas idiot et qu'il était parfaitement conscient de ce que réclamaient en sous-main aussi bien les textes de Molière que ceux de La Fontaine. Il en était conscient. Et il avait suffisamment d'amour à la fois pour ces hommes et pour ce qu'ils représentaient de talent pour laisser filer la ligne, si je puis m'exprimer ainsi, jusqu'à des limites, évidemment. Mais aujourd'hui, ces limites sont beaucoup plus courtes chez nous maintenant qu'elles ne l'étaient à l'époque de Louis XIV. C'est ça que j'aimerais mettre en lumière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous êtes, si vous avez le malheur de ne pas plaire, vous êtes considéré comme quelqu'un qui ne doit pas mettre en cause, tout simplement, la façon de parler d'un certain virus ou de certaines toxines, etc. Parce que le faire, c'est prendre le risque de se faire embastiller, exactement comme on a embastillé ou qu'on a voulu faire brûler Galilée parce qu'il disait que c'était la Terre qui tournait autour du Soleil et non pas l'inverse. Donc il y avait des dogmes qu'on ne pouvait pas remettre en cause. Je dirais que toute proportion gardée, un roi comme Louis XIV a été beaucoup plus large, a permis beaucoup plus d'ouverture et de développement des arts et de la réflexion, tout simplement, que ça n'avait été le cas auparavant. Et en même temps, effectivement, il s'est donné la possibilité d'avoir un pays extrêmement centralisateur, extrêmement fort d'un point de vue fiscal, hein, tout simplement, parce que tout le monde payait l'impôt au roi. Et donc fort également d'un point de vue tout simplement militaire, parce qu'il fallait s'opposer encore une fois et toujours contre les fameux Habsbourg, dont comment dirais-je, le cardinal de Richelieu avait fait en sorte que ce royaume soit un peu éclaté, même complètement éclaté, au travers du traité de Westphalie, qui a transformé l'Allemagne en général en une myriade de petits royaumes. Et ça, c'est les conséquences du traité de Westphalie qui avait été mise en œuvre par Richelieu et Louis XIII. Donc tout ça a participé de la grandeur de la France, parce que quand on diminue je dirais la taille de l'adversaire, forcément on se grossit soi-même. C'était par mécanisme. Donc voilà. Donc ça c'était ce qui se passait au temps de Louis XIV. Alors la liberté, comment pouvoir la gagner sans violence? C'est le sujet du jour. Hein. Est-ce qu'il y a eu des violences pour gagner la liberté en 1789, 90, 91, 92, 93? Bah ouais, il y a eu des violences. Il y a eu des violences au travers de la Révolution française, il y a eu des violences. Est-ce qu'elles ont été voulues par l'ancien régime qui, dans une sorte de soubresaut de dernière minute, aurait voulu massacrer tout son peuple pour éviter qu'il ne lui marche sur les pieds? Ben non, ça s'est pas passé comme ça. Ça s'est passé différemment. Il y a eu effectivement de la part du roi Louis XVI, hein, puisque c'est de Louis XVI qu'il s'agit à cette époque, la volonté de tous les instants de ne pas verser une goutte de sang d'un Français. Et c'est ce qu'il a fait. Les gardes suisses se sont laissés massacrer, mais ils ont eu l'ordre de tirer en l'air et de jamais tirer dans la foule. Et aujourd'hui, on n'en est pas là. Hein. Ceux qui sont censés gérer notre bien, ils tirent dans la foule aujourd'hui. Que ce soit en Australie ou que ce soit en France avec les LBD. Donc ce genre de différence-là, c'est une différence importante. C'est pas une petite différence. Alors, voilà. Ça veut dire qu'on est dans un système de valeurs qui a basculé. À l'époque des rois, je dis pas qu'ils étaient parfaits, hein, mais il y avait un système de valeurs, une reconnaissance de la valeur humaine, de la valeur de chaque citoyen et surtout, de la valeur de chaque être de Dieu, parce qu'il y avait une croyance en Dieu à l'époque qui était très forte, et par de là même le respect. Donc ce fameux respect des êtres humains, de l'humanité. Et puis il y avait même des débats sur la notion d'humanité et de liberté. C'était
c'était la pleine époque, quand je parle de Louis XIV à Louis XVI, c'était la pleine époque du trafic de chair humaine au travers du trafic des esclaves depuis l'Afrique, qui est quand même quelque chose d'assez terrible de notre point de vue à nous, parce que notre morale nous a chargé de culpabilité à ce sujet, et je pense que c'est plutôt bien que nous ayons une conscience morale d'avoir fait quelque chose de pas bien vis-à-vis des êtres humains dont on pensait à l'époque qu'ils n'étaient pas humains. Alors c'est la seule excuse qu'on peut trouver, c'est qu'on pensait à l'époque qu'ils n'étaient pas humains. Bon, voilà. Donc aujourd'hui, Oui, et puis, Philippe, je te coupe deux Ouais. petites secondes, parce qu'en fait, à cette époque-là, et ça, beaucoup de gens ne le savent pas parce qu'ils n'ont pas étudié l'histoire, mais à cette époque-là, tous les peuples, que ce soit les Chinois, que ce soit les Arabes, que ce soit les Occidentaux, les Blancs, pratiquement toutes les civilisations pratiquaient l'esclavage. Ça a duré des siècles. C'est bon. Voilà, l'esclave, c'était le prisonnier de guerre en fait. Un prisonnier de guerre, quelle que soit sa couleur de peau, de cheveux, etc. Lorsqu'on avait gagné la bataille, on l'emmenait chez nous et on en faisait un esclave, tout simplement. Ça, c'est vieux comme le monde. Oui, Et c'est la chrétienté qui a changé cette donne en disant on ne peut pas faire du trafic de chair humaine devant Dieu, quoi. Voilà. Oui, c'est ce que je disais, c'est que aussi bien la Chine a pratiqué l'esclavage que l'Inde, même encore actuellement, l'Inde, il y a encore les intouchables, qui sont pratiquement des esclaves. Les Arabes, pendant plus de 1000 ans, pratiquaient l'esclavage contre les Blancs. Les barbaresques, les pirates qui faisaient des razzias dans le sud de la France, ça a duré, ça ne s'est pas arrêté en 732 avec la bataille de Poitiers, ça a duré jusqu'en 1800. Et voilà. Et donc, finalement, dans le contexte de l'époque, tout le monde pratiquait l'esclavage. Il n'y a pas que les Blancs. C'est ce que je voulais dire. Absolument. Donc, comment obtenir sa liberté les uns des autres sans violence? C'est-à-dire, la première question, c'est une fois qu'on a sa liberté, est-ce qu'on peut rester en bonne relation avec ceux qui ne l'ont pas forcément? C'est déjà une question importante, ça. Est-ce qu'on peut vivre en liberté sans qu'on soit tous en liberté et qu'il n'y en ait pas simplement quelques-uns qui soient libres et d'autres qui soient sous les fers? Rousseau disait l'homme naît libre et les hommes naissent libres et égaux, et pourtant partout ils sont dans les fers. Hein. Dans les fers, c'est-à-dire ils sont enchaînés, quoi. Donc voilà, c'est ce paradoxe de départ. On est libre de par notre caractère, de par notre capacité à être autonome dans la nature, notre capacité à créer, notre capacité à construire, etc., notre intelligence. Ça, c'est notre grande liberté qui nous a été donnée par la divinité, selon la religion dont on est, mais en tout cas par la nature, ça c'est sûr. Et donc, cette liberté-là, qu'en fait? Et pourtant, on est dans les fers parce que la politique, c'est-à-dire les organisations humaines, font que à tout instant, dans l'histoire et dans la géographie partout sur le monde, eh bien, on a affaire à des hommes qui sont mis en esclavage par d'autres hommes qui, à un moment donné, les ont capturé leur peuple. Voilà, c'est comme le peuple hébreu qui a été prisonnier pendant des centaines d'années, je crois. À Babylone en particulier. Donc voilà, il y a eu des déportations bien avant la date, bien avant l'heure, avant que ce mot ne résonne à nos oreilles. Il y a eu tout ça, il y a eu des transferts de population, etc. Ça a toujours existé. Donc cette liberté de l'homme, à un moment donné, ne le conduit pas forcément à la liberté en général, mais ça peut le conduire aussi à l'esclavage par d'autres hommes. C'est ce que tu évoquais tout à l'heure, Bruno, c'est vrai. C'est-à-dire que il y a l'esclavage, il a existé partout sur la planète. Il a existé quelles que soient les religions, quelles que soient les ethnies, et il existe encore, tout simplement. Voilà. Et en France et dans les pays catholiques en particulier, on a cherché, de par les croyances religieuses, à l'évacuer. Et donc cette révolution de 1789, elle a conduit dans la foulée, avec l'abbé Grégoire, à l'abolition de l'esclavage dans une île, Haïti par exemple. À Haïti, l'esclavage a été terminé, aboli tout simplement. Alors je sais plus la date exacte, je voudrais pas dire de bêtises, mais c'est peut-être en 1790. En tout cas, c'est l'abbé Grégoire qui est allé faire ça, hein, qui est allé au nom du peuple français supprimer l'esclavage, qui devenait une sorte de torture, qui devenait quelque chose d'un ordre ancien dont on voulait plus, quoi. Voilà. Et alors ce même esclavage a été rétabli par Bonaparte. Et ça répond à la question que je posais tout à l'heure. Est-ce qu'on peut être libre
à des endroits et pas à d'autres? Ben, la réponse est non, parce que partout sur la planète, les Anglais et d'autres pays d'Europe faisaient de l'esclavagisme une sorte de tradition, une sorte de commerce et gagnaient de l'argent avec ça. Et c'était se tirer une balle dans le pied d'un point de vue économique que de laisser la liberté, c'est-à-dire la capacité à gagner leur vie avec un salaire, aux gens de l'île d'Haïti. Et donc, on leur a repris leur liberté en leur disant, ben, messieurs, dames, on a essayé, mais c'est pas possible parce que ça nous coûte trop cher, tout simplement. Hein, voilà. Donc, à un moment donné, si on n'établit pas des règles sur l'ensemble du système économique, eh ben, à un moment donné, c'est la particularité la plus faible qui va être absorbée par le reste. Voilà. C'est un petit peu ce qui s'est passé. Moi, je pense très sincèrement que Bonaparte, il a fait ça parce qu'il n'avait pas le choix. Pas parce qu'il était spécialement esclavagiste, hein. Il n'avait pas le choix. Et en Donc, ce voilà. moment, on a l'esclavage moderne, même dans notre pays, qui est le Klößmig. C'est-à-dire qu'on a des gens qui travaillent toute leur vie uniquement pour pouvoir manger et survivre et en tremblant tous les mois pour arriver à finir, à boucler la fin de mois, justement. Et donc, c'est là que je peux dire une chose, imaginez ce qui se passera à partir du moment où le CNT va être installé, où à partir de là, tout le monde va pouvoir se débarrasser de tous les problèmes quotidiens en ayant un correct et confortable revenu inconditionnel de minimum 1 500 € ou équivalent dans la future monnaie, et à partir de là, pouvoir se consacrer à d'autres activités, faire un travail, mais qui ne soit plus un travail, mais une activité qu'on fera volontairement et par plaisir, et pouvoir développer toutes ces capacités qu'on n'a jamais le temps finalement de développer, parce qu'on est toujours pris par les obligations de la vie quotidienne qui nous rendent véritablement en esclavage. Et ça, c'est la clé de l'obtention de la liberté grâce au CNT pour le peuple, parce qu'à partir de là, on obtient une liberté sans violence, étant donné que nous, notre rôle, c'est d'informer la population, d'informer les corps constitués pour que justement ce soit eux qui nous libèrent en restant dans le droit chemin, c'est-à-dire le juridique et le droit, uniquement que le droit et rien que le droit. Voilà. Et à partir de là, on va s'apercevoir qu'un avenir extraordinaire nous est réservé. Et là, on peut rêver en y pensant, en disant que c'est un rêve, mais qui peut devenir une réalité assez rapidement et pas uniquement une utopie, sachant qu'au CNT, on a un programme qui est constitué, qui est complet et qui permet de pouvoir apporter au peuple la gouvernance de son propre pays sans être obligé de passer par des politiciens ou des intermédiaires quelconques, Philippe. Oui, là, tu es rentré dans le vif du sujet, dans le cœur du sujet. Donc, on trouve une solution, en l'occurrence, entre chien et loup, si je peux m'exprimer ainsi. Un chien et loup, c'est entre chien et loup, c'est entre le jour et la nuit, c'est l'expression consacrée. Mais ça, en l'occurrence, c'est pas ça. C'est simplement que le chien, lui, effectivement, il est gras, il est bien portant, mais il n'est pas libre. Il n'est pas libre, il ne peut pas aller où il veut, où il le désire, comme le souhaite le loup. Et donc, ce qui est en cause, c'est la créativité de l'homme libre. C'est sa capacité, justement, à inventer, faire autrement. Revenons rapidement sur Molière, qui était un homme libre, qui n'aurait pas cédé sur ses idées. Il l'a payé cher, il a été enterré dans la fosse commune, enfin voilà. Alors, nous, ce qu'on veut faire, effectivement, c'est faire en sorte de rapprocher le chien du loup, de faire en sorte que les deux soient heureux. En une seule race, si je puis m'exprimer ainsi, ou en tout cas en un seul destin. Il faut qu'à la fois on puisse aller où nous le souhaitons, d'une part, et que nous puissions manger à notre faim. C'est exactement ça. Et donc, au sein du CNT, c'est ce que nous proposons, ni plus ni moins. Effectivement, le revenu universel inconditionnel, c'est-à-dire qui ne met pas en cause des conditions pour obtenir ce revenu, autre que ne pas être à la retraite et je sais plus laquelle, mais bon, il y a deux petites conditions. Être Et français. pour le reste, être français, voilà. Et donc, en dehors de ça, on est capable de garantir à des personnes qui, de bonne volonté, qu'ils sont en général à 99%, les gens sont de bonne volonté, et surtout ont envie de faire jouer leur liberté pour en faire quelque chose, car quand on a le peu de liberté qu'on a et qu'on ne sait pas quoi en faire, eh ben on la remet dans l'esclavagisme, soit du clientélisme, soit du consumérisme, aller consommer des choses dont nous n'avons pas vraiment besoin, voilà, soit dans un peu plus de dépression pour ne rien faire en restant sur son canapé à regarder la télévision. J'ai rien contre les gens qui regardent la télévision, rassurez-vous.
Donc voilà, donc ce qu'il faut, c'est pouvoir redonner une dynamique, redonner une sorte de, j'allais dire garantie, c'est pas le mot que je cherchais, mais en tout cas d'intérêt, de se dire, ah oui, les conditions dans lesquelles on me propose de continuer, c'est des conditions dans lesquelles je pourrais vivre décemment, tout en développant un projet personnel qui a un lien avec l'intérêt public. Voilà, donc avec le bien commun, tout simplement, c'est de ça qu'il s'agit. Et quand on ne considère plus l'autre comme un adversaire, un compétiteur, quelqu'un qui va prendre ta place, quelqu'un qui peut te faire du tort, etc., mais qu'on le considère comme quelqu'un avec qui tu vas pouvoir t'entendre, et avec qui tu vas pouvoir faire des choses, à ce moment-là, tout change, tout bascule. Et quand ça devient techniquement possible et qu'on s'aperçoit qu'on nous donne les moyens pour le faire, alors là, je peux vous assurer qu'en quelques heures, quelques jours, le paradigme bascule. On change de monde, effectivement. On n'est plus dans la course à la compétition pour savoir non pas qui est le meilleur, mais qui est celui qui va survivre. Car je rappelle que dans la mondialisation heureuse, entre guillemets, qui nous est promise, le revenu universel, mais conditionnel, a un inconvénient, c'est qu'il maintient les gens dans un état de survie, pas dans un état de vie humaine, tel que nous la souhaitons les uns et les autres. Voilà, donc cette notion de survie dans le cadre d'un nouvel ordre mondial, disons les choses, eh bien, elle n'est pas intéressante pour nous, elle n'est pas alléchante. Et aucun être humain n'a envie de vivre juste pour respirer, boire, manger, se reproduire, éventuellement si on nous en laisse la possibilité, ce qui n'est pas sûr, et donc avoir quelques loisirs, et puis le reste du temps, c'est du travail et du sommeil. Voilà, donc c'est cet avenir-là qu'on ne veut pas au sein du CNT. Ce qu'on veut, c'est voir les choses différemment. C'est se dire qu'effectivement, on veut donner à chaque personne la capacité de se libérer elle-même. Alors il y a des moyens pour ça, hein. Bien évidemment que ça va pas se faire du jour au lendemain. Quand on a été formaté dans un esprit d'obéissance et dans un esprit d'être assisté, on obéit parce qu'on est assisté et on est assisté parce qu'on obéit. Donc, tant qu'on est dans ce chemin-là, il va se passer un petit peu des années, certains disent des générations. Moi, je ne le crois pas. Je pense qu'en quelques années simplement, les personnes feront la part des choses et s'apercevront, premièrement, de tout ce qu'on leur a empêché de se servir, c'est-à-dire de leur liberté en particulier et de leur créativité en général. Eh bien, elles réagiront et elles retrouveront ce que l'humain est venu faire sur cette planète, c'est-à-dire créer, avancer et créer du bonheur, tout simplement. Et il y a Donc, encore, Philippe, des personnes qui pensent qu'il faut encore avoir besoin d'un chef, suivre quelqu'un, suivre un chef. Et c'est là encore une forme d'esclavage mental dont les gens ne se sont pas débarrassés. Alors que nous, au CNT, Canal Historique, on n'a pas de chef. On ne se considère totalement comme des personnes libres et toutes les décisions qui peuvent être prises sont prises d'une manière collective et comme on l'a décidé depuis longtemps, à 67% et pas à 50% ou 51%. voilà, donc on va pas multiplier les lois, hein, c'est ce qu'on dit souvent, hein, quand on est aux affaires. On multiplie pas les lois, elles sont déjà suffisamment multiples, suffisamment intriquées les unes dans les autres et suffisamment contradictoires entre elles pour qu'on aille plutôt vers un dégraissage. Alors, on ne veut pas non plus simplifier les choses, mais il va falloir les simplifier. Et est-ce qu'on a les moyens de les simplifier aujourd'hui? J'ai envie de dire oui, on a des moyens techniques qui n'existaient pas il y a encore pas si longtemps. On a des moyens énergétiques qu'aujourd'hui on n'imagine pas encore, mais dont on sait qu'ils existent et qui seront mis à disposition du plus grand nombre. Et à ce moment-là, la question de l'énergie ne se posera peut-être plus. On a les moyens de savoir aussi qu'on est capable de quitter cette planète. On a les moyens de savoir aussi qu'on peut se déplacer autrement qu'en rampant sur la Terre ou en volant un tout petit peu par saut de puce au-dessus de la Terre avec des avions. On a tous ces moyens-là. Ce sont des moyens de mise en liberté. C'est exactement le contraire de moyens d'esclavage. Alors aujourd'hui, ces moyens sont utilisés pour nous surveiller, nous sommes d'accord. Mais dès que demain, ils seront mis à la disposition du plus grand nombre, ils seront utilisés pour libérer la liberté de chacun, justement. Voilà ce en quoi nous croyons parce que nous l'avons vu et que nous savons que ça existe. Donc, il y a depuis 70-81 ans des technologies, des facilités techniques qui nous ont été cachées de façon à ce qu'on s'imagine toujours que ça sera impossible d'atteindre tel et tel objectif, alors qu'en fait, ça l'est tout à fait. Mais ça l'est pour cette élite qui a souhaité garder ses prérogatives, peut-être entraînée par des décideurs qui ont trahi à un moment donné, qui à un moment donné étaient mandatés pour conduire les peuples vers le bonheur et puis qui ont trahi cet objectif.
Donc c'est à nous de rappeler que nous sommes un peuple, que les êtres humains ont vocation à vivre sur cette planète, qu'il y a de la place pour tout le monde, que les techniques existent pour nourrir tout le monde, que les techniques existent pour faire vivre tout le monde, et que les techniques existent pour rendre tout le monde au bonheur. Et ça, je pense que c'est essentiel. Les êtres humains, comme n'importe quel animal sur cette planète, a droit au bonheur. Un âne dans un pré, quand il broute, il est heureux. C'est sa fonction, c'est de brouter. L'homme, il a beaucoup plus de fonctions que l'âne. Donc, il doit pouvoir faire toutes ces fonctions-là pour développer son bonheur, sa joie de vivre et de se reproduire et de créer des nouvelles choses. Et les nouvelles techniques dont je parle, bien souvent, elles viennent de ces hommes qui ont eu du génie, ou tout simplement qui ont eu de la chance de tomber sur quelque chose de nouveau, qui l'ont développé et qui ont fait que c'est quelque chose qui peut tout à fait servir à l'humanité. Voilà, quand la photographie s'est mise à arriver, on a dit c'est la fin de la peinture. Ben, d'une certaine façon, oui, ça a été la fin de la peinture parce que la peinture figurative, comme on dit, on a pris un petit coup dans l'aile avec la photographie. En revanche, on a basculé sur l'impressionnisme, le cubisme, le fauvisme, etc., etc. Donc, on a fait de la peinture artistique autrement. Et voilà, et ça, c'est de la créativité, c'est génial. Donc, c'est comme ça que le genre humain doit évoluer à notre sens, et il faut le libérer, non pas en lui donnant des règles dans lesquelles des moules dans lesquels chaque être humain va devoir se fondre, mais au contraire en lui donnant une mise de base, si je puis m'exprimer ainsi, et chaque être humain, à partir de cette mise de base, doit être capable de faire sa vie et d'avancer. Un petit peu ce qu'était l'Amérique, quand on l'idéalisait à la fin du 19e siècle et qu'on disait c'est de l'Amérique. Ah oui, l'Amérique, c'est quoi? C'était une zone de découverte totale, d'espace, de moyens, et en même temps de soi-même. Donc, les gens allaient en Amérique pour se trouver eux-mêmes. Et bien souvent, ils construisaient une cabane, ils étaient heureux, ils élevaient leur famille, ils inventaient des choses géniales, ils créaient le chemin de fer, etc., etc. Et l'homme a montré, en particulier dans cette zone qu'on appelle aujourd'hui les États-Unis d'Amérique, à un certain moment de l'histoire des hommes, ont créé ces hommes des espaces de liberté énormes, mais qui depuis, bien entendu, ont beaucoup changé. Donc, il s'agit non pas de rétablir, mais de faire autrement, de récupérer un certain nombre de prérogatives, de liberté, justement, et comment le faire sans coup férir. Une des premières obligations, c'est de le faire partout. C'est-à-dire que si jamais il s'avérait que la France, ça soit génial et que le monde entier ait envie de venir en France pour pouvoir s'éclater, tant mieux pour nous. Hein. C'est déjà un peu le cas puisque nous sommes, paraît-il, la première nation visitée en termes touristiques. L'idée, ça serait de faire en sorte que chacun reste chez soi et puisse bénéficier d'un environnement politique au sens le plus général du terme qui soit favorable à tous et qui permette à tous de vivre chez soi. Et voilà, et de ne pas être obligé de quitter telle région parce qu'un régime politique particulièrement ardu y a pris les rênes et que c'est compliqué. Donc, il faut justement faire en sorte que tous ces dirigeants qui se connaissent tous les uns les autres, il ne faut pas avoir le moindre doute sur la question, ils se connaissent tous les uns les autres, eh bien, tous ces dirigeants, à un moment donné, prennent la mesure du fait que c'est dans leur propre intérêt de laisser monter la puissance des êtres humains. Et que ça n'est pas dans leur intérêt de vouloir la réprimander, que ça n'est pas dans leur intérêt de vouloir stopper les naissances humaines, ça n'est pas dans leur intérêt de vouloir tuer des gens. Et c'est avec cette conviction-là qu'on va pouvoir avancer et faire en sorte que notre liberté, nous l'obtenions par la paix. Voilà ma conviction. Oui, Philippe, moi je voulais rajouter aussi à ce que tu viens de dire que pour donner un message à tous ceux qui nous écoutent, qui viennent de découvrir le CNT et aussi à ceux qui sont déjà inscrits au CNT, que en fait, comme l'a dit Gandhi, une seule personne éveillée vaut 10 000 endormis, mais nous au CNT, on est assez en pointe à ce niveau-là parce que non seulement on n'est pas un seul éveillé, mais on est tout un groupe de personnes éveillées et un groupe de personnes qui constituent un cerveau collectif de gens éveillés, c'est encore plus puissant. Et tellement puissant que on est capable tous, à partir du moment où on est éveillé, à partir du moment où on veut défendre notre liberté, d'être des résistants pour la liberté et de le faire sans violence. Et à ce moment-là, les murs vont tomber tout seuls. Un peu comme le mur de Berlin qui s'est écroulé en une journée, ou un peu comme Gandhi quand il a réussi à lui tout seul à transformer un pays, à libérer un pays d'1 milliard d'habitants. Donc, ce n'est pas qu'une utopie, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable, réalisable,
Surtout quand on a des gens de bonne volonté, qui sont des gens honnêtes et qui savent penser avec leur cerveau et qui ont compris qu'on n'a pas besoin d'intermédiaires pour gouverner un pays et pour donner surtout le pouvoir au peuple sans qu'il y ait une personne qui sorte du lot en tant que chef, malgré ce que encore beaucoup de Français pensent, qui cherchent toujours à espérer qu'il y aura un homme providentiel. Un homme providentiel, ça n'existe pas. Tous les hommes providentiels qui ont existé dans le monde, soit sont devenus des dictateurs, soit ont malgré tout opprimé leur peuple, ou ne sont pas parvenus à leur fin. Et tous les dictateurs devraient s'intéresser à l'histoire pour se rendre compte que leur dictature ne dure jamais bien longtemps, parce qu'on ne peut pas tromper tout le monde tout le temps. Ah oui, absolument. Et le besoin de chef, ça correspond à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'obéissance. Le formatage à l'obéissance, c'est quelque chose d'énorme. Et l'idée qu'un groupe humain ne puisse être sauvé que par le meilleur d'entre eux, c'est une erreur. L'intelligence collective est bien plus intéressante que l'intelligence d'un seul homme, si brillant soit-il. Voilà ce que nous sommes aujourd'hui au sein du CNT en capacité de dire. Et n'en déplaise à certains politiciens qui voient dans le peuple une sorte d'amalgame de personnes qui sont sans trop de capacité de réfléchir, etc., qui sont en capacité de se bagarrer à la moindre occasion, etc., etc. Non, la violence, c'est une violence qui est faite bien souvent au peuple, justement contre sa volonté, contre leur volonté, et à la volonté des politiciens qui les représentent, qui sont censés en tout cas les représenter, mais qui ne font que les terroriser, que les obliger. Donc c'est de là que vient la violence. C'est pas du peuple. Le peuple en lui-même, il veut la paix, il veut que le frigo soit plein à la fin du mois, au début du mois suivant. Il peut faire ce qui lui plaît individuellement. Il veut vivre ensemble tant que faire se peut et faire des choses ensemble, bien sûr. Mais il veut pas se battre. Voilà. Et la dualité de l'agressivité vient toujours d'une frustration. Tant qu'on n'a pas gommé ces frustrations d'un point de vue général ou individuel, eh bien, on est effectivement dans une logique d'agressivité et de violence. Mais de ça, il faut savoir se débarrasser. Et les moyens existent. Il y a bien évidemment toute une série de sages qui ont parlé, d'écritures qui portent là-dessus sur comment se changer soi-même dès lors qu'on en a les moyens, que la société nous en donne les moyens. Parce que si la société ne fait que nous oppresser, eh bien, on n'aura jamais l'occasion de se changer de soi-même. Ça sera pas la peine puisque c'est la société qui se charge de faire ce que je suis. Voilà, qui se charge de me faire devenir ce que je suis et qui correspondent à ses besoins à elle, en tout cas aux besoins de ceux qui commandent. Donc voilà, il faut se sortir de ça, de cette logique-là. Et lorsqu'on fait la démonstration qu'un groupe humain est capable de se conduire par lui-même, de se construire et de se projeter par lui-même, eh bien, cette démonstration, elle est très parlante. Et elle parle notamment aux politiciens qui n'ont pas forcément envie que cette démonstration soit faite. Ce qui les intéresse plus, eux, c'est de dire, la politique, c'est un métier, vous n'y connaissez rien, laissez-nous vous représenter, on va s'occuper de votre bonheur. Alors ça, c'est ce qui est arrivé depuis à peu près la Révolution française, avec des interruptions. Mais aujourd'hui, ce système-là, il a vécu. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on se fait tirer dessus dans la foule par des gens que nous avons élus, enfin, que nous sommes censés avoir élus, et qui sont censés, eux, avoir reçu un message, sinon d'amour, en tout cas de volonté de délégation. Et en guise de délégation, ils les tirent dessus. Enfin, ils tirent en tout cas sur les gens qui viennent râler, au motif que ce sont les gens déçus qui n'ont pas vu leur candidat arriver à la présidentielle. Mais c'est pas ça du tout. Lorsqu'on est président de la République, on est président de tous les Français. On n'est pas président d'une branche, une partie des Français, en attendant que ça se passe mieux pour les suivants la prochaine fois. Non, on est président de tous les Français. Et pour ça, il y a une constitution, pour ça, il y a des règles. Sauf que, on s'aperçoit que ces règles aujourd'hui sont transgressées. On s'aperçoit que cette constitution, elle est écrasée en même temps que la 5e République. Donc, plutôt que de recommencer des choses comme avant, plutôt que de reconnaître que ceux qui sont nos surveillants chefs aujourd'hui, qui ne sont plus nos gouvernants, justement parce qu'il n'y a plus cette 5e République et parce qu'il n'y a plus cette constitution qui a disparu de fait, eh bien, il est grand temps aujourd'hui que le peuple français, premièrement, en prenne conscience au travers de gens qui soient des gens intellectuellement suffisamment honnêtes pour le leur dire, leur montrer, et qui soient capables en droit de faire avancer les choses. C'est ce que nous faisons au sein du CNT. Nous nous servons du droit et de la paix pour faire avancer les choses. Donc, comment faire pour obtenir notre liberté sans violence? C'est passer par la paix pour faire du droit. Et une fois qu'on fait du droit, on rétablit nos libertés.
Voilà. Très bien. Tu as fait de l'humour tout à l'heure, Philippe, et j'ai trouvé ça excellent. Le bonheur, c'est comme un âne qui braie dans son champ. C'est ça. C'est tout à fait ça. Et j'aurais juste envie de dire ceci, la liberté physique évidemment aujourd'hui n'est plus, par contre la liberté intellectuelle est toujours, et j'en veux pour preuve les artistes des années 80, Hervé Villani qui chantait Il est libre Max, il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler, ou France Gall encore avec Et non, Libre dans sa tête. et non pas, il est libre masque, hein, attention. Absolument, absolument. Vous ne m'enlèverez pas ma liberté de penser. Voilà aussi, Florent Pagny, il y en a, il y en a. Merci Bruno, merci Philippe, nous vous souhaitons une excellente soirée, prochain rendez-vous avec le Conseil national de transition, ce sera mercredi à 20h30.